Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement de Paris, en charge aussi de la communication. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Alors, je vais commencer avec le projet de réforme de l'audiovisuel public, évidemment, qui est examiné lundi et mardi prochain à l'Assemblée nationale. Les syndicats de l'audiovisuel public appellent à une grève illimitée aujourd'hui à Radio France et à partir de lundi dans tout l'audiovisuel public. Ils sont opposés à votre projet de réforme, rapprochant la plupart des entreprises de l'audiovisuel public sous l'égide d'une holding France Média. France Télévisions, Radio France, l'INA. Est-ce que vous engagez cette réforme pour faire des économies ? D'abord, Monsieur Bourdin, l'audiovisuel public appartient à tous les Français. Il est financé par tous les Français. Donc moi, j'ai toujours défendu l'audiovisuel public, même quand je n'étais pas ministre de la Culture. Moi, je crois à un État fort, je crois à un audiovisuel public fort, parce que pour nombre de nos compatriotes et de nos concitoyens, l'audiovisuel public contribue à leur parcours d'intégration, d'accès à la citoyenneté, j'allais dire même à l'éducation, pour ne pas dire à l'accès à la culture. Et donc, cet audiovisuel public doit être préservé, protégé, pérennisé. Ce projet, c'est pas le projet Dati. D'abord, moi, je voudrais rendre hommage au sénateur et au président de la commission culture du Sénat. Il est issu d'une proposition de loi de Laurent Lafont et qu'il a fait porté ce texte qui a déjà été voté en première lecture au Sénat, qui est un texte très équilibré et qui permet de sauver l'audiovisuel public. Comme ministre de la Culture, moi, j'ai souhaité sanctuariser son financement. Parce que, comme vous le savez, au 1er janvier 25, il ne devait plus y avoir de financement circonscrit, dédié et sanctuarisé pour l'audiovisuel public. J'ai souhaité porter cette sanctuarisation de ce financement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je dis que l'audiovisuel public, c'est un bien commun. Et c'est un bien commun dont on doit rassembler les forces. Aujourd'hui, ces forces sont dispersées, les stratégies ne sont pas convergentes. Il faut une stratégie pour la radio et la télévision publique, une stratégie coordonnée et cohérente. Et aujourd'hui, vous le savez bien, vous êtes dans cette radio et vous le voyez bien, les usages ont changé. Aujourd'hui, 62% des Français s'informent sur les réseaux sociaux. Les jeunes, les classes populaires se sont détournés de l'audiovisuel public. Donc l'audiovisuel public doit aller chercher l'auditeur, le spectateur, partout où il est. Donc, comme le préconise le rapport de Laurence Bloch, c'est de dire, de changer, évidemment, de s'adapter à ces nouveaux usages, d'aller chercher l'auditeur et le spectateur partout sur le territoire, et d'avoir un investissement massif, notamment dans le numérique. Alors, Rachida Dati, vous voulez rassembler les forces, oui. Si j'ai bien compris. Est-ce que ça entraîne des économies ? Est-ce qu'il y aura un plan social ou pas ? Est-ce qu'il y aura une direction de l'information unique ? J'ai vu ça dans la bouche des syndicats. Rachida Dati, répondez sur ces points-là, sur ces points. Des économies ? Ça vous fait sourire quand je dis répondez. Je sais que ça vous fait sourire. Ça me rappelle un autre temps. Ah bon ? C'est-à-dire un autre temps ? Jean-Pierre Elkabbach. Oui. Non, non, moi, d'abord, c'est 10 ans de rapport parlementaire. Oui. Toutes couleurs politiques confondues, où tous les rapports concluent évidemment à la nécessité d'une réforme de l'audiovisuel public en rassemblant ses forces. Allez, je vais vous répondre. Oui, Laurence Bloch dit « le statu quo n'est plus une option ». Le statu quo, Monsieur Bourdin, c'est le déclin. Et ceux qui veulent le statu quo, c'est qu'ils veulent que cet audiovisuel public décline. Moi, je souhaite évidemment, autour de 4 axes, de développer la proximité avec le réseau ici, Radio France pour la radio, France Télévisions pour évidemment la télévision et France Info pour l'information. Voilà les 4 axes. Investissement massif dans le numérique. Ça, c'est organisation autour de PDG de la holding. Les entités qui existent aujourd'hui ne seront pas remises en cause. Donc il n'y aura pas un directeur de l'information unique. Il y aura un directeur de l'information qui est préconisé dans le rapport de Laurence Bloch. Pourquoi ? D'ailleurs, elle souhaitait... Directeur de l'information pour toutes les entités. Et ensuite, ça se décline. C'est préconisé dans le rapport de Laurence Bloch, parce que c'est suite d'ailleurs à des auditions qu'elle a pu avoir. Mais cette organisation se discutera évidemment avec le conseil d'administration. Comme vous le savez, le PDG sera en charge de l'organisation. Il n'y aura pas Radio France sans PDG.
Non, il y aura un PDG unique de l'holding PDG exécutif, unique, oui. et ensuite il y aura des DG délégués nommés par le PDG D'accord. dans chacune des entités. D'accord. Et évidemment, le PDG de la holding sera présent dans tous les conseils Un d'administration. plan social ou pas? Non mais attendez, Monsieur Bourdin. Non, mais vous c'est les commencez- syndicats non. qui le disent, c'est pas Oui, moi. mais Rachida Dati, c'est mais pas bon. vrai. Il y aura le sujet aujourd'hui, c'est d'adapter les métiers, de Oui. préserver ces métiers. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ceux qui sont dans l'audiovisuel public aujourd'hui, quel que soit le métier, quel que soit le statut. Oui. J'allais dire de l'hôtesse d'accueil qui vous accueille à la Maison de la Radio, par exemple, ou à France Télé, jusqu'à sa direction. Pourquoi ? Parce que chacun contribue à la qualité de cet audiovisuel public que nous devons préserver. Mais aujourd'hui, il faut réélargir, évidemment, ses audiences, j'allais dire son écoute, aussi sa visibilité, avec les modalités que je viens de vous indiquer. Il faut aider, sauver, j'ai bien compris, sauver l'audiovisuel public. D'ailleurs, je regardais la prévision pour France Télévisions, perte d'exploitation pour 2025 de 72 millions d'euros. 72 millions d'euros, l'argent des contribuables. L'audiovisuel public, Rachida c'est 4 Dati. milliards. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards. C'est 4 milliards. C'est 4 milliards, l'audiovisuel public. C'est Oui, la enfin. moitié. C'est la moitié du budget du ministère de la Culture. D'ailleurs, moi, je rends hommage à Delphine Ernotte qui, effectivement, Oui, enfin, souhaite cette hommage. réforme. Perte d'exploitation de 72 d'accord, millions. Justement, elle souhaite. Non, mais attendez, Monsieur Bourdin. C'est un échec ou un succès Non, mais- d'Ernotte? Mais attendez. D'abord, De Delphine Ernotte. Non, mais la question, elle n'est pas là. Elle vient Ah d'être. bon La question, elle est qu'elle-même est en demande de cette réforme. Elle voit évidemment les lacunes, les risques qui pèsent aussi sur l'audiovisuel public et sur France augmentation du Télévisions. déficit Attendez, de 45%. Cette organisation et cette réforme permettra d'avoir une stratégie cohérente et coordonnée. Vous savez très bien que, évidemment, les deux entités, Radio France et France Télévisions, s'entendent pas forcément, qu'il n'y a pas forcément de stratégie cohérente. Donc tout ça nécessite cette réforme que je viens d'évoquer. Est-ce que D'ailleurs, France... quand vous avez un contexte, on n'est plus, parce que certains disent c'est le retour à l'ORTF. Enfin, le retour à l'ORTF, déjà, on en est loin quand on voit ce qui s'y passe. Oui. C'est 27 chaînes privées. L'ORTF des n'était groupes- pas wokiste. non, mais il y a les groupes, il y a de plus en plus de groupes privés Rachida Dati. qui s'organisent et qui se structurent, des mutations technologiques importantes, l'irruption de l'IA, et donc tout ça, évidemment, bouscule aussi, évidemment, l'audiovisuel public. Est-ce que France Télévisions est wokiste? Est-ce que l'idéologie wokiste a été installée à France Télévisions par Delphine Ernotte? Justement, cette réforme va aussi nécessiter de revoir le cahier des charges, de revoir aussi pensez qu'il de y a- rappeler. il y a un Attendez, non, le pluralisme qui est absolument nécessaire. Tous les Français Qui est contribuent. insuffisant ou pas Tous les Français contribuent à cet audiovisuel public. Et ben, c'est normal qu'on puisse aussi le rendre. Le pluralisme aussi. est insuffisant ou pas dans l'audiovisuel Ça fait public? partie de la mission du service public, Monsieur Bourdin. Oui, donc il est insuffisant. Ça fait partie de la mission du service public. Bon, je vous vois sourire, mais moi aussi. Hein. Bon, Rachida Dati. On sourit peut-être pas pour les mêmes choses. Hein. C'est sûr. Il y a quelques jours, vous étiez interrogé par Patrick Cohen sur France 5 à propos des affirmations de l'émission Complément d'enquête. Vous étiez accusé d'avoir perçu 299 000 euros de GDF Suez. Non, c'est faux. Je n'ai pas perçu. Non, mais vous étiez accusé d'avoir perçu. Oui. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Oui. Hein, Bien sûr, je n'ai jamais perçu d'argent de GDF Suez. Bon. Là, c'est catégorique. Au moins, chez vous, je vous réponds à ça parce que vous me posez... Les yeux dans les yeux. Hein. Parce que Rachida Dati. la comptabilité l'a démontré. Bon, d'accord. Mais vous avez rétorqué à Patrick Cohen, ça vous a mis un peu en colère. Ça a provoqué chez vous cette réponse. Vous avez dit à Patrick Cohen, et vous avez été accusé dans un article de Mediapart de management brutal, harcèlement de collaborateurs. Vous pouvez tomber sous le coup du délit de harcèlement. Il suffirait que je fasse un article 40. Non, j'ai pas dit je. Non, je n'ai jamais dit il suffirait que je fasse. C'est faux. Je n'ai pas dit ça. Mais vous avez brandi cette menace quand même. Non, je n'ai pas. Attendez, Monsieur Bourdin. Non. Faut arrêter. Enfin, moi, je vais vous dire. Dans cette séquence et comme dans d'autres d'ailleurs, moi, ce qui commence à m'agacer, dont je m'exprime jamais là-dessus. Ce qui est regrettable, c'est que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je sois, ça ne va jamais. Je suis toujours
caricaturer et critiquer. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on me dise dans quelle case je dois me mettre pour évidemment éviter ou ces attaques ou cette caricature, y compris sur le ton sur lequel on m'interroge. On m'interroge pas. J'écoutais par exemple l'interview qui a eu lieu avec Édouard Philippe. On n'emploie pas le même ton, on n'emploie pas le même vocabulaire, on n'a pas la même insistance. Donc parfois, je vous le dis, j'aimerais qu'on me respecte au même titre que les autres responsables politiques. Vous regrettez vos propos ? Ce qui est regrettable, ce qui s'est passé, vous le regrettez ? Attendez, ce qui est regrettable, c'est évidemment la manière dont parfois on m'interroge ou on me caricature. C'est insupportable. Donc voilà, on aimerait me mettre dans une case. Ça leur déplaît. Je ne suis pas dans la case qu'ils ont dans leur tête. Je ne serai jamais dans leur case. Sur le fond, quand je dis à Monsieur Cohen, puisque je vous réponds, vous me daignez ma réponse, je vous réponds et en fait, vous ne me respectez pas dans ma réponse, comme vous le faites avec d'autres interlocuteurs. Sur le fond, je dis à Monsieur Cohen, il y a eu une enquête Mediapart qui vous met en cause à titre personnel, avec des signalements très lourds. D'ailleurs, la cellule du signalement de Radio France avait été saisie en son temps. Mediapart, qui a un article très long, une enquête très longue, avec des personnes qu'ils ont interrogées, qui le mettent en cause pour du harcèlement, pour du dénigrement, pour un management toxique, avec des témoignages. Et donc, je dis à Monsieur Cohen, que pensez-vous de cette enquête qui a été faite sur vous concernant? C'est pas une atteinte à sa vie privée, c'est dans le cadre professionnel et sur l'audiovisuel public. Il me dit, c'est faux. Alors je lui démontre simplement que quand des enquêtes journalistiques le concernant ou concernant d'autres, c'est faux, et quand ça me concerne, c'est vrai. Donc voilà, c'était uniquement, je voulais faire ce parallèle. Vous regrettez vos propos? Mais c'est pas, ou pas. Mais non. Ce parallèle, je lui ai simplement dit, je n'ai pas brandi de menace, contrairement à ce qui a été dit, je dis simplement ce qu'il dit, il n'y a jamais eu d'enquête. L'article de Mediapart dit le contraire. Je dis simplement que ces faits, comme ils peuvent être qualifiés pénalement, ils peuvent être susceptibles d'un signalement. Je décris des faits uniquement. Pas d'excuses à faire. Non, je vous dis ça. C'est pas une histoire d'excuses. Bon. Est-ce que c'est normal que quand je lui dis, il y a une enquête qui vous concerne, vous me dites que c'est faux, moi je l'entends, et j'acte sa réponse. Quand c'est moi, il me dit c'est faux. Je ne suis pas une serpillière. Je ne veux pas être maltraitée. Je veux qu'on me respecte. Et souvent, certains journalistes ne me respectent pas, n'emploient pas le même vocabulaire, me renvoient à une condition dans laquelle je ne suis pas, m'essentialisent, pour me reprendre un terme qui est en ce moment à la mode, et je ne rentre pas dans leur case. C'est peut-être ça qui gêne. Bien, l'été sera culturel. Je vous dis ça parce que la CGT Spectacle vous accuse de rogner sur le budget dans le spectacle vivant notamment. L'été sera culturel. Est-ce que l'été sera culturel, Rachel? Je vous dis ça parce que les Français sont très attachés au festival, sont très attachés à toutes ces rencontres. La France, c'est le pays, je crois, c'est le pays au monde qui a le plus de festivals. Oui. Vous allez dans un petit village, une métropole, une grande ville, une petite ville, un tout petit village. Je suis allée il n'y a pas très longtemps, un village, 400 habitants. Il y avait un festival. Et donc, nous sommes un pays à la fois patrimonial et à la fois très culturel sur le spectacle vivant. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'ai fait le plan fanfare, j'ai fait inscrire au patrimoine immatériel, évidemment, ce qu'on appelle les danses folkloriques, les polyphonies corses. Je trouve que ces traditions françaises, c'est notre patrimoine culturel qui permet cette cohésion, et j'irai même plus loin, qui permet cette communion. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, la CGT qui me dénie, notamment sur le budget. Alors, qu'on m'attaque sur ma personne depuis le temps, c'est-à-dire qu'on s'habitue jamais. C'est très désagréable, faut le dire, mais parce qu'ils essayent certains de me mettre dans une case, je n'y serai pas. Voilà. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, je ne rentrerai pas dans la case qu'ils souhaitent voir. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas, pas la caricature que certains veulent en faire. Donc, voilà. Donc sur le fond, sur le budget, depuis que je suis ministre de la Culture, je défends le budget du ministère de la Culture. Vous savez, les coupes initiales qui avaient été annoncées pour le ministère de la Culture, on n'était pas loin de 600 millions. Sur le CNC, sur le patrimoine. Je me suis battue pour ça. Donc maintenant, les chiffres sont têtus. Donc je dis, attaquez-vous à ma personne, pas de problème. J'ai le cuir assez dur. Mais ceux qui disent le contraire sur le budget ne disent pas la vérité. Ils s'attaquent à une réalité. Quelle est la réalité? Le budget 2024,
On parlait tout à l'heure, 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public, pour le ministère de la Culture, pour tout le reste, la création ou autre, nous sommes à 4 milliards. Plus d'1 milliard pour la création. Budget 2024, plus d'1 milliard. Budget 2025, le budget de la création a augmenté de 2,5 millions. Donc, je vois pas où est la baisse. Donc, ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas contester. Alors, attendez, ensuite, on me dit, il y a eu des baisses. Oui, sur ce qu'on appelle les réserves de précaution. Les réserves de précaution, c'est quoi? C'est que tous les ministères ont une petite épargne. On peut diminuer l'épargne. Qu'on utilise ou pas. Qu'on utilise ou pas. Mais je n'ai pas touché au crédit dédié à la culture. La création, il n'a pas manqué 1 euro sur les territoires à la création. C'est une réalité. Donc je le dis, je le redis. Donc à chaque fois, et puis c'est très facile. Vous savez, certains vous attaquez de loin. Je préfère qu'on ait un petit face à face et qu'on puisse discuter. Le budget n'a pas diminué. Et sur l'été culturel, j'ai lancé un plan camping que beaucoup ont critiqué. Avec des animations culturelles dans les campings. Oui, voilà. Mais que beaucoup ont critiqué avec beaucoup de condescendance. Oui, ça c'est vrai. Le camping, c'est le lieu de villégiature préféré des Français. La culture, elle doit y être. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé l'appel à projet, nous avons eu plus de 1000 artistes, compagnies qui ont répondu à cet appel à projet. Donc dans les campings, il y aura des artistes, des compagnies, du spectacle vivant, du cinéma, des ateliers de création. Tout ça dans les campings. Et ça fait vivre qui? Le tissu local artistique. Voilà. Bien sûr. Moi, je me bats. Et puis, ça fait vivre aussi le patrimoine historique. Alors, pour lequel, pareil, j'ai eu une augmentation de budget pour protéger et sauvegarder notre patrimoine historique. Alors, Rachida Dati, j'ai des questions directes, beaucoup de questions. La fête de la musique, fête gâchée. À Paris notamment, la mairie responsable? Alors, sur la fête de la musique, plus généralement, on ne peut plus avoir un événement festif à Paris sans que ça déborde. Exactement. Voilà. Et donc, ça n'est plus tolérable. Ça n'était pas comme ça il y a quelques années. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'avoir une coopération active, une coopération anticipée entre qui? Ministère de l'Intérieur, moi j'y ai travaillé, ministère de la Justice, j'ai été garde des Sceaux, et donc la préfecture de police, évidemment, qui est le prolongement des deux, et puis la ville. Regardez ce qui s'est passé suite au PSG, enfin la victoire du PSG, et suite à la fête de la musique. Vous avez entendu la maire de Paris ? Est-ce que vous avez entendu? Non. Et donc, il faut une coopération active pour anticiper. C'est d'abord, ça permet d'avoir une coordination des forces de sécurité. Ça permet d'anticiper, notamment pour les procédures judiciaires. On l'a déjà fait en son temps, de dire, on a une organisation avec la justice, de dire, on a des magistrats qui sont préparés, des dates, des horaires d'audience, des salles d'audience pour les interpellations, pour les comparutions immédiates. Ça s'organise. Et de la même manière, la mairie doit être en soutien et en accompagnement. Comment? D'abord, elle peut recevoir les organisateurs. Elle peut recevoir les services d'ordre de ces événements. Et comme ça, d'être en coopération, en coordination. On peut organiser un service de propreté. On peut avoir la police municipale, que moi je souhaite qu'elle soit formée, équipée, armée, pour évidemment aussi participer à cette sécurisation. Aujourd'hui, la mairie de Paris est aux abonnés absents. Une ville comme Paris, moi, je trouve ça aberrant. Et donc, je souhaite évidemment qu'il y ait cette coopération beaucoup plus active. Je vais vous donner un exemple. Quand il y avait les Gilets jaunes, moi, je n'ai pas eu de dégradation dans mon arrondissement. Parce que je recevais des représentants des Gilets jaunes, quand il y avait des parcours, des manifestations, pour éviter que ça se finisse mal dans mon arrondissement. Et évidemment, moi, j'informais mes habitants, je les recevais, et je recevais évidemment des représentants des Gilets jaunes pour nous éviter des désordres. Rachida Dati, la marche des fiertés à Paris, ce week-end, oui. Participation du groupe d'extrême droite Eros. Vous demandez son interdiction de défiler? Enfin, la manière dont vous le présentez, moi je trouve que toutes ces marches, tous ces événements festifs, ça devrait être de la cohésion et de la communion. C'est pas de l'opposition, c'est pas de la bagarre, c'est pas de la haine. Et donc, tous ceux qui incitent à cela, moi je souhaite évidemment qu'il n'y ait pas de participation de ceux qui incitent à la haine ou qui incitent à la division et qui incitent à la violence, parce que ça se finit toujours très mal. Notre langue est-elle une langue française ou une langue créole? Vous avez vu cette sortie de Jean-Luc Mélenchon? Alors, vous êtes ministre de la Culture. Oui, mais moi je veux vous dire, j'invite d'abord... Je vais vous surprendre. Je ne veux pas critiquer, parce que j'ai regardé, effectivement, c'est dans le cadre d'un débat sur la francophonie, sur ce que représente une langue pour un pays, pour ses citoyens. Il était en débat avec d'autres. Moi, je ne sais pas ce qu'ont répondu les autres. Je ne vais pas sortir une phrase, vous voyez, je ne vais pas être désagréable, et puis aller l'accabler.
Moi, je ne sais pas quel était le débat d'avant, le débat d'après, les conclusions. Nous avons, d'ailleurs, ça a été l'initiative à la demande du président de la République, cette création de cette cité internationale de la langue française, dans laquelle on explique comment la langue française est devenue une langue nationale, son histoire, comment elle s'est enrichie, la créolisation, il y est aussi dans cette cité. Donc, j'invite tous ceux qui veulent débattre de la francophonie et de la langue française et la langue de notre nation à se rendre à la Cité internationale de la langue française. Alors, Rachida Dati, la loi PLM, vous défendez cette loi, Paris, Lyon, Marseille. Hein. Vous la voulez, mais les sénateurs y sont opposés. Rachida Dati. C'est pas tous les sénateurs. Non, mais beaucoup de sénateurs. Non, c'est quelques sénateurs parisiens. Et même le président du Sénat. Hein. Non, mais c'est quelques sénateurs parisiens qui ont peur pour leur siège. Plutôt que de souhaiter l'alternance voulue par une majorité de Parisiens. Aujourd'hui, la loi PLM, c'est quoi? C'est de corriger une anomalie démocratique. Aujourd'hui, toutes les villes de France choisissent directement leur maire, sauf Paris, Lyon, Marseille. Et donc, nous, on veut rétablir, corriger cette anomalie démocratique. Quelques sénateurs parisiens ne la souhaitent pas. Ils préfèrent leur siège et leur mandat à l'alternance à Paris. Et moi, je regrette que M. Larcher, peut-être a-t-il aussi d'autres raisons, soit complice de ces manœuvres. Parce qu'il faudra que ces sénateurs, comme M. Larcher peut-être, s'en expliquent devant les Parisiens. Pourquoi ils ne veulent pas que les Parisiens puissent choisir leur maire. Et qu'il n'ait pas un maire qui a été battu dans son arrondissement, qui devienne maire. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, aujourd'hui, ce texte, c'est juste un texte de bon sens. Puis moi, je veux vous dire, peut-être que vos auditeurs ne le savent pas, les sénateurs parisiens, vous savez comment ils sont élus? C'est-à-dire que c'est la seule élection pour les sénateurs parisiens où vous choisissez vos électeurs. Et donc, ils ont peur demain de ne pas pouvoir choisir leurs électeurs. Ça, c'est vrai. L'élection, la démocratie, c'est que... C'est de l'entre-soi, quoi, si j'ai bien compris. Vous choisissez, vos électeurs pour qu'ils votent pour vous. Oui. Demain, ça ne sera plus le cas. Alors, ils ont peur pour leur siège. Moi, j'ai plutôt peur pour Paris. Je veux qu'il y ait une alternance à Paris. Si vous serez candidate, évidemment, à la mairie de Paris, tout le monde le sait, vous serez une candidate sans étiquette. C'est la première fois. Oui, vous porterez les couleurs d'un parti. Moi, je vais vous dire, Monsieur Bourdin, c'est la première fois où cette élection à Paris, il y a une tellement forte volonté d'alternance, y compris pour des électeurs qui ont voté à gauche. Ils veulent que ça change. Cette majorité, franchement, elle a dégradé Paris. Paris est vraiment en déclin. Ils souhaitent aussi une alternance. Et puis, la droite au sens large, le centre, les modérés, même le centre-gauche, ils souhaitent qu'on en finisse avec cette gauche-là, qui n'a pas grand-chose à voir avec la vraie gauche, si je puis dire. Mais sur la défense des valeurs, qui était la défense des classes populaires, la réduction des inégalités, nous en sommes loin. Et donc aujourd'hui, évidemment, il y a une volonté forte des Parisiens et une attente forte s'agissant de cette alternance. Et donc c'est la première fois qu'à Paris, ça ne se jouera pas avec des baronnies, mais avec les Parisiens. Et donc moi je suis très confiante, je fais confiance aux Parisiennes et aux Parisiens. Est-ce que si vous êtes élu maire de Paris, vous vendrez le Parc des Princes? Moi, j'ai dit que le Parc des Princes et le club du Paris Saint-Germain, ils sont indissociables. Et donc, le Paris Saint-Germain ne doit pas quitter Paris. En tous les cas, moi, vous vendrez le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, au club? Attendez, mais tout est sur la table, ça a été envisagé. Madame Hidalgo s'était engagée à le vendre. Vous engagez? Oui, mais attendez, et pourquoi pas? Moi, je veux vous dire, toutes les options sont ouvertes. Un club. Donc, vous êtes pas opposé à la vente? Non, mais attendez, disons clairement les choses. Non, mais je dis clairement les choses. Toutes les options sont ouvertes. Moi, je ne connais pas le détail. Madame Hidalgo s'était engagée à vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Elle a fait volte-face. Je sais pas, il n'y a pas que là-dessus. Elle avait dit qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Elle nous a fait exploser toutes les taxes à Paris. Donc, c'est pas la première fois où elle fait volte-face. Mais le sujet, le Parc des Princes, et le est indissociable du PSG. Bien sûr, c'est l'ADN. Paris Saint-Germain. Donc le club réclame la possibilité d'acheter le parc. Vous dites oui. Non, je dis que toutes les options sont ouvertes. Moi, il y a quand même des éléments techniques, Monsieur Bourdin. Oui. Pas vous connaissez assez bien. Vous aimez assez le foot et le sport pour savoir que c'est plus subtil que ça et plus complexe que ça. Mais il y a une volonté. Mais bien sûr, moi, je ne souhaite pas que ce club quitte Paris. Je ne souhaite pas pourquoi. Parce que moi, je vais vous dire, les supporters
Oui. Les supporters de ce club doivent pouvoir y accéder facilement. Si ce club déménage, je veux vous dire, on va entraver la facilité d'accès, évidemment, pour aller voir les matchs et des grands matchs. Regardez la Coupe d'Europe, ça fait vibrer, je veux dire, bien au-delà de Paris. Et donc, c'est comme tout à l'heure ce que je disais, Paris doit être aussi encore l'écrin des plus grands événements festifs et internationaux. Merci Rachida Dati d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h, presque 9h.